Bonsoir les braves. Je ne présente pas Gérald Godet parce qu'il a déjà été présenté, il va se présenter lui-même. On a le plaisir aussi de recevoir pour animer la soirée Judith Cohen et Gilles Deveau, qui ne vient pas souvent à Saint-Christophe, mais que nous sommes très contents de voir ce soir. Alors voilà, c'est tout. Bon. D'abord, merci beaucoup d'être là. On peut continuer, Gérald. Bon, OK. Alors d'abord, évidemment, je veux vous remercier d'avoir été brave. Je m'appliquais bien avec la température qui était là, qu'on serait peut-être un peu moins nombreux ce soir. Mais je tenais à cette conférence et je tenais aussi parce que j'aime beaucoup Yves Boisvert. Yves Boisvert, je peux dire que ce soir, je vais vous présenter à la fois l'homme, mais à la fois le personnage qu'il est devenu dans le film de Yann Giraud. Tous ceux qui ne me lisent pas, quand Yves était de ce monde, je l'ai croisé assez souvent. Je l'ai interviewé, j'écris sur lui, mais je le voyais toujours un petit peu de loin parce que, bon, c'était pas un ami, on pourrait dire, personnel, mais de l'autre côté, il y avait toujours de part et d'autre immensément de respect et d'affection. Et aussi inconvenant que Yves pouvait être parfois, il était quand même toujours respectueux, on pourrait dire, et amical et très affable. Alors c'est pourquoi quand j'ai vu que Yann Giraud, par exemple, lui rendait hommage à travers son film, et quand j'ai vu aussi l'effet que ça a fait sur moi, ce film-là, qui était magnifique, eh bien j'ai pensé à cette conférence-là, j'ai pensé à revenir sur le film, mais aussi à revenir sur quelques aspects de l'œuvre d'Yves Boisvert. Donc je vais vous parler à la fois à partir du film et à partir de quelques textes. Et je remercie évidemment d'avance le cercle de me permettre de présenter cette réflexion-là, mais aussi évidemment Judith Cohen et Gilles Deveau de m'assister aussi dans la lecture. Alors en exergue, je lis d'Yves, un des amateurs de sentiments, qui niaise et libre dans un monde endurci. Et je lis aussi ceci. Ramasse tes souvenirs à grande brassée, nous partons vers la lumière pisseuse de juillet. Invente-toi un visage parmi l'encre effacée des images. J'aurai les yeux qu'il te faut, je ramasse ce qui se jette. Enligne-moi avec mon bagne demi-lune, avec ma tête de farine. J'ai des absences à te faire dresser les cils et des mémoires de vie perdues en public et le paradoxe inquiétant comme une nuit d'artiste épuisée. Ici, Yves nous dit qu'il ramasse ce qui se jette, mais à un autre moment, quand il va crier « Aimez-moi », là, évidemment, il va avoir besoin qu'on ramasse celui qui se considère comme étant celui qu'on a rejeté, comme une vieille ordure épuisée. Vous me permettrez d'abord quelques confidences. Quand j'ai vu le film de Yann Giraud, à tous ceux qui ne me lisent pas, j'étais seul et pourtant j'avais le souffle coupé et j'étais enragé à la sortie du film. Vraiment enragé. Durant toute la marche qui me ramenait du cinéma Le Tapis Rouge jusqu'à chez moi, je ne pouvais me défaire de cet état-là. J'avais pourtant aimé le film. Quand je l'ai revu, j'ai été convaincu que c'était un très bon film qui, pour nous présenter une vision tout de même partielle du personnage qui avait toujours été Yves Boisvert, disait juste, et le disait de l'intérieur en même temps au plus près de ce qu'avait exposé et exploré l'écriture du poète. J'ai mis du temps à me calmer. Une seule autre fois, je me suis retrouvé dans un état semblable, c'était à la sortie du cinéma. J'étais avec un ami cette fois au cinéma parisien à Montréal, nous avions vu La Passion de Mel Gibson. Même effet que pour tous ceux qui ne me lisent pas. Mais je n'étais pas seul, et mon ami et moi, nous étions tous les deux sans voix en nous répétant « Ça ne se peut pas, pourquoi ça, pourquoi tant de violence ?»
Et on pourrait penser aussi, à l'image du film, pourquoi m'a-t-on abandonné? Pourquoi suis-je seul? Et nous étions peut-être à la hauteur de Pile sur Sainte-Catherine, je ne me rappelle plus trop où se situait le Parisien. Et nous avons marché jusqu'à Papineau, ou presque, sans nous parler. Et nous avons eu besoin de 3 ou 4 bières pour nous calmer, pour nous remettre et pour pouvoir enfin parler du film. Il y avait eu dans le film de Yann Giraud une scène qui nous a tous marqués, celle où l'on voit le personnage du poète errant dans une cour à scrap, frapper rageusement un chien, lui-même enragé et attaché à sa cage. La scène revient à quelques reprises dans le film et ne peut que surprendre d'abord parce qu'elle se répète, mais surtout parce que c'est la seule fois où l'on voit le poète sortir de ses gonds, sortir de lui-même en fait pour exposer un cri de révolte contre lui-même et contre une situation qu'il connaît trop bien. Car il s'était bien reconnu, disons, à l'intérieur de la fiction. C'était lui, le personnage d'Yves Boisvert, l'homme Yves Boisvert, le poète, ce chien enragé, prisonnier de sa cage de chien enragé, qui se promène dans la vie en solitaire et à l'étranger comme dans une cour à scrap. Et il y avait eu cette autre scène, où l'on voyait le poète dans une soirée mondaine chez des intellectuels, artistes, profs d'université, se montrer particulièrement désagréable puisqu'il ne pouvait fonctionner dans leur monde. Il était sans allure, cassé de parté, complètement dégoûté devant ce qu'il voyait, son corps avachi, dans un univers où l'on se tenait le corps droit, le montrait bien. La copine du poète, rappelons-le, c'est fondamental et fort bien perçu par le cinéaste, lui a quand même lancé à la face « C'est toi le chagrin ». J'y reviendrai bien entendu. Parlons du titre à tous ceux qui ne me lisent pas. Ce n'est pas une boutade d'Yves Boisvert lui-même, c'est une trouvaille de Guillaume Corbeil, le co-scénariste du film, Yann Giraud me l'a dit hier. On peut voir dans ce titre-là le mot désespéré d'un poète, de tout écrivain en fait, qui sait qu'il adresse une demande en écrivant à des gens qui ne sont pas là pour l'entendre et le reconnaître. L'écrivain peut avoir son public, même restreint, mais il est toujours peiné de ne pas être reçu par un public qui ne le reconnaît pas. Barthes l'avait signalé, mais beaucoup d'écrivains l'ont également reconnu. On écrit en fait pour être aimé. Pensons au livre emblématique d'Yves Boisvert, justement intitulé « Aimez-moi ». On peut paraphraser le titre de film de Yann Giraud en disant que le poète a voulu s'adresser à tous ceux, et particulièrement à toutes celles qui ne l'aiment pas. Je pense alors au psychanalyste Jacques Lacan quand il parle de l'amour. Il dit qu'aimer, c'est offrir ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Je répète, c'est magnifique, c'est magnifique. Aimer, c'est offrir ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est dire que celui ou celle qui parle dans l'amour le fait à partir d'un manque et que tout ce qui nous échappe nous détermine à notre insu. Deux corps feront toujours deux corps, disait le poète André Roy. Il rejoint Lacan en ce sens, qui nous libère de l'illusion romantique de la fusion des corps et des âmes, en affirmant que les deux partenaires ne sont en rien complémentaires. Je m'arrête là. J'étais en train d'oublier qu'Yves Boisvert est fondamentalement un poète du sentiment amoureux. Il m'aurait bien vu, il se serait moqué de moi, mais il m'aurait peut-être respecté aussi, bien affectueusement. Et c'est peut-être ce que j'étais en train d'oublier du film lorsque je restais attaché comme le chien à sa cage à une image forte et que j'étais, comme Yves Boisvert dans le film, j'étais ce chien enragé. Il n'y avait pas que la rage dans ce film, il y avait aussi le don d'amour. J'y reviendrai. Alors Judith Cohen, qui un jour l'a traduit, elle a écrit une magnifique préface que j'ai entendue un autre jour chez Mme Aglaé, et je la trouvais tellement belle et elle situe tellement bien l'esprit du personnage et la façon qu'on avait d'être en rapport avec lui que je lui ai demandé de nous présenter cette préface-là ici. Est-ce que ça marche? Non. Autant? C'est vert? Est-ce que ça
Oui, 1, 2, 3. Merci Gérald. Bon. Je vais faire ça debout. Alors, j'ai traduit le livre Garde d'études Yves Boisvert en 1998 et je l'ai fait publier sous le titre Keep It All. Et en fait, une chose que je n'ai pas eu l'occasion de dire dans ce petite préface, mais je sais que Yves Boisvert avait passé une semaine chez Denis Vanier à Montréal. Et Denis Vanier est son ami, et il est revenu si scandalisé, si choqué, même Yves, qui se croyait un dur, qu'il a écrit Gardez tout, un livre totalement révolté. Je l'ai traduit pour les anglophones, et puisqu'Yves était totalement inconnu parmi les anglophones, j'ai écrit une préface pour le présenter. J'avais entendu parler de Yves Boisvert pour la première fois en 1975, quand Marie, une jeune fille dans ma classe de poésie en anglais, m'a montré un poème écrit par son boyfriend. Le poème était mémorable, et depuis j'ai regretté de l'avoir rendu à Marie, parce que cette page représentait ma première rencontre avec Yves. Puis Marie a terminé ses études et quitté l'université. Cependant, Yves était toujours présent et en train de se faire une renommée. Il était la mouche du coche. Sa colère concise et son abstention totale de toute affiliation, que ce soit politique, culturelle ou maritale, lui ont rendu célèbre. Les gens étaient toujours heureux de le voir et voulaient rester en contact. Mais on n'arrivait jamais à le retracer. Il n'avait ni adresse ni numéro de téléphone, bien que quelqu'un au bar connût quelqu'un qui était censé avoir l'adresse d'une fille chez qui il habitait. Peut-être. Mais quand le numéro du téléphone de la fille était trouvé, il n'était plus là. Il était fascinant parce qu'il était insaisissable. Son énergie intellectuelle était prodigieuse. Son sarcasme au sujet de l'entreprise académique était sans merci. Un après-midi, au moment où il sortait d'un cocktail à l'université, en se frayant un chemin parmi une foule de femmes jolies et bien habillées, on l'a entendu annoncer qu'il s'en allait au Club Saint-Paul, près du port, pour trouver de vrais putains, voulait-il dire. C'était l'espèce de commentaire qui a bâti sa réputation. En 1979, un party enfumé dans une cuisine de la rue Saint-Angèle, Yves m'a raconté qu'il était né au sud de Drummondville, dans le village de l'Avenir. Back to the future, a-t-il dit en riant. Il avouait connaître très peu d'anglais et il a déclaré que sa mère irlandaise n'avait pas réussi à lui transmettre la langue. Mais en 1998, presque 20 ans plus tard, il avait modifié l'histoire quelque peu pour me dire que sa mère avait été trouvée bébé sur le parvis de l'église, ce qui expliquait tout, avec un petit mot attaché pour déclarer qu'elle était irlandaise. Bien qu'il ne se soit jamais adhéré à aucun groupe ou parti politique, il était un nationaliste québécois passionné et il ne ratait jamais l'occasion de le clamer. Quand, en 1986, il est venu lire dans un brunch de la poésie, il a déclaré, au cas où on pourrait s'imaginer que le climat politique s'adoucissait, qu'il était un méchant séparatiste, vieux style, pur et dur. Puis par la suite, pendant quelques années, il n'est venu que rarement à Trois-Rivières. On entendait dire qu'il était à Montréal, ou dans la Haute-Mauricie, ou à Paris, ou dans les bois aux alentours de Bromptonville, dans les cantons de l'Est. Dans les bois, il n'y avait pas de téléphone. Il surgissait par moments fuyants aux événements littéraires. En décembre 1993, pendant une soirée de lecture organisée par la Société des écrivains de la Mauricie, on rapportait qu'il était dans une loge sous la Seine, en train de boire de la bière avec le romancier Louis Hamelin. À cette occasion, il ne s'est pas montré, mais il finissait toujours par refaire surface, critique, perspicace, mordant, et en même temps poli. Yves était toujours poète avant tout. Il était ce spécimen archi-rare, un poète qui vivait de ses écrits. À cela, il travaillait avec patience et méthode. Gardez tout, qu'il appelait son best-seller, a été réimprimé 2 fois. Quand je lui ai annoncé, probablement en automne 1994, que je traduisais son livre, il était amusé et gratifié. Il était lucide et pratique aussi.
Pour certains passages obscurs, il m'a aidé en expliquant exactement ce qu'il voulait dire. Et on a discuté du titre. Encore une demi-page. Il aimait la simplicité de Keep It All, y trouvant le message essentiel du livre, le refus de tout ce que la société essaie d'imposer. Et pourtant, Yves n'était jamais négatif. Il était rempli d'humour et de dynamisme. Et en 1998, après avoir laissé un message chez son éditeur, j'ai reçu un appel de lui, à minuit et d'un téléphone public, pour savoir ce que j'allais dire de lui dans cette préface. Et j'ai saisi l'occasion pour demander des nouvelles de Marie. Il y avait une pause au bout du fil. Marie, dit-il, je ne l'ai jamais revue. Mais même sans l'avoir revue, il se rappelait toujours de son nom de famille. Et quand je lui ai demandé si, pour ses lecteurs anglophones, je devrais le décrire comme pur et dur, il a ri. Bon, peut-être pas si dur était sa réponse, par laquelle j'ai pu présumer qu'il était toujours pur. Merci Judith. Comme on voit, ce que Judith nous a présenté, évidemment, c'est l'homme un peu tel qu'on l'a connu et rencontré. Et dans le fond, on peut percevoir que dans le fond, sa vie et son œuvre sont intimement liées. On nous a présenté Yves en chair et en os quand il se promenait d'une ville à l'autre, d'un lieu à l'autre, quand on cherchait toujours à le saisir, quand on cherchait toujours à le rejoindre et qu'on ne savait pas trop. Alors c'est un insaisissable finalement, mais pas simplement de corps, il était aussi d'esprit un peu insaisissable et c'est ce qui fait, on pourrait dire, sa nature, et sa facture et sa singularité. Mais Yves Boisvert est capable de théoriser, mais il est capable aussi de sortir de la théorie. Il est capable de théoriser comme je viens de le faire, comme je l'ai fait tantôt. Il l'a fait entre autres dans Les Chouins, dont je vais parler tantôt, mais aussi à ses débuts avec Jeu, usage, résidu, Code d'oubli et simulacre dictatorial. Mais il le fait comme toujours à sa façon. Parce qu'Yves Boisvert, on le sait trop bien, n'arrive pas à fonctionner à l'intérieur d'un système politique, social et même amoureux, et j'oserais même dire parfois linguistique. Il est un libertaire, issu de la contre-culture, toujours marqué par la lutte des classes et le rêve souverainiste. Cela ne lui convient pas de fonctionner dans un système, il ne sait pas comment faire, il se dit plein de défauts, de fautes même. Il n'est pas à sa place, il ne se sent pas à sa place, n'a pas de sa place. La place est occupée, comme on dirait, d'un territoire. On sait que, on vient de le rappeler, on sait que la situation du Québec dans l'État fédéral est une donnée structurante chez lui. Si l'on veut saisir sa façon de considérer la vie en général, la vie en société et sa vie en amour. Il a en ce sens des titres révélateurs de cette vision de coloniser qu'il n'a jamais cessé d'avoir. Il a fait paraître à la fin de sa vie une saison en paroisse mauricienne, en 2013, c'était donc un livre posthume, puis une saison au cœur de la Reine, il pensait à Sherbrooke où il a vécu un bout de temps, en 2011, puis, imaginez, Allégorie de la taverne Yves Boisvert. Alors, ça publié au Savoir en 2011, Allégorie de la taverne. Je n'ai pas lu, je n'ai pas vu ce livre-là, mais je suis bien curieux d'aller voir ce que c'est. Dans l'un de ses poèmes emblématiques, que Gilles Deveau va nous lire tantôt, à celle qui posait, et que vous avez devant vous, à celle qui posait pour Kodak, il pastiche un mot bien connu de Rimbaud au début d'une saison en enfer, il y a en 1873, quand le poète s'exclame « J'ai assis la beauté sur mes genoux, je l'ai trouvée amère, je l'ai injuriée ». Toute une tradition critique a vu dans cette fanfaronnaire d'un adieu de Rimbaud à une certaine poésie. Il se défaisait d'un certain romantisme et à même un poème en prose initié par Baudelaire
dans le spleen de Paris en 1869 et avant lui Aloysius Bertrand en 1842 avec Gaspard de la Nuit. Mais même si Rimbaud a écrit Une saison en enfer dans la tourmente qui le liait à Verlaine, il a dépassé l'anecdote pour se situer à un niveau supérieur de considération, pas Yves Boisvert. Son monde est celui d'en bas. La beauté, ce n'est donc pas une certaine idée de l'absolu en poésie, c'est une beauté bien concrète, en chair et en os, devant laquelle il n'aurait su être convenable. Il ne savait ni faire, ni être ce qu'il faut, ce qu'il fallait. Il se sait inadéquat, étranger, mal adapté, Boisvert est l'inconvenant radical. Il ne sait embarquer dans l'ordre des choses, il n'en a ni la force, ni les moyens, il aurait l'impression d'être un autre et de perdre ainsi sa singularité. Alors comment le saisir? Il ne saurait être satisfait. Il se méfie de ceux, justement, qui le sont, ceux qui s'adaptent, ceux qui obéissent aux règles, ceux qui entrent dans l'ordre, ceux qui savent bien se comporter au travail, dans leur relation avec les autres, avec les systèmes. Lui, dans un contexte semblable, il se sent capturé, emprisonné comme si on le mettait dans une salle de détention ou un hôpital de longue durée. Alors, les titres des différents chapitres du recueil de poésie et mémoire sont assez parlants. Il dit, on lit, « Un homme mesure son importance à la vitesse à laquelle on le remplace. » Il n'est pas sans humour. Alors, ensuite, les autres sont chanceux. On croit entendre, vous savez, tous les garçons et les filles de mon âge. Alors, les autres sont chanceux, mais pas lui. Lui, il n'y a pas de fille avec lui, pas d'amour. Il dit aussi un homme écœuré. Bon, un homme écœuré déjà. Un homme qui perd son cœur, un homme écœuré, un homme capote. Un homme se refait d'un bout à l'autre. Un homme tout seul, ça marche. Puis enfin, un mémoire. Bon. Avec ce préambule-là, on va entendre maintenant Gilles Deveau nous lire un extrait du livre Poème de l'avenir, puis un autre, un extrait de l'affaire de sentiment, donc deux poèmes, la fille du Kodak, la beauté du Kodak, et le dernier poème de ce que je vous ai donné. Alors, ceux qui sont agriculteurs peuvent prendre les textes ici. Non, mon professeur, je les... Oui. Je l'ai pas mal vu. Alors, à celle qui posait pour Kodak. Bien chanceux quiconque sait comment asseoir la beauté sur ses genoux afin de l'injurier. Ce n'est pas tout le monde qui peut jouir du privilège d'asseoir la beauté sur ses genoux. Nous sommes moins exigeants en ces raccoins du monde. Nous ne vivions qu'en des mondes exclus de leur légende. Ne regarde jamais la beauté, elle te fera mal et tu seras amer. Tu n'es pas fait pour elle. Ne parle pas à la beauté, ne lui dis rien. Tu n'as pas ce qu'il faut pour lui en faire. Ne t'approche pas d'elle, la place est prise, tout est prévu pour elle. Détourne-toi de la beauté et reste dans ton raccoin du monde avec tes fautes, tes défauts, tes problèmes, tes impossibles à court terme, tes impensables, tes maladies de citoyenneté. Ne lui offre pas de t'asseoir auprès de sa peau. Tu es trop laid, tu es trop mal, tu es trop seul. Ne lui souris jamais que pour te multiplier par deux. Ne t'adresse jamais à elle que par obligation. Sois lui sujet, esclave, païen. Sois lui son trouble et sa douleur, son réconfort et sa suite dans l'autre monde. Et ne manque pas de suivre ses ordres à la lettre. Ne t'avise jamais de la mesurer ni de la comparer. Cependant que, dans le silence et l'effacement, compare et mesure. Trahis-la dans toutes ses manières. Trahis-la pour le plaisir et pour l'agrément. Et ne lui dis jamais de quoi il en retourne.
Embarque-toi dans le malheur et la malchance, afin qu'elle te poursuive sans s'en apercevoir et qu'elle découvre peu à peu, en ce piège à beauté, l'immobile retournable du terrible amour. Ne vis qu'en des mondes exclus de leur légende, qu'en des moules qui travaillent à la légende du retour sur terre. Je viens de sortir d'un séjour longue durée. J'avais penché du côté bas. Je me suis fait redresser. Ça m'a fait un bien immense. Avant, je me prenais pour une exception. Maintenant, je suis corrigé, et pour de bon. Avant, je me croyais qu'alpin solitaire aux savanes de brume. Je sais que mes répondants ne l'entendent pas de cette façon. Je fais ce qu'il faut, quand il faut ce qu'ils font. Avant, je me voyais nuage à l'horizon par les soirs de petits vents sexuels. Aujourd'hui, je pleure. Chaque goutte de moi ne se distingue en rien des autres gouttes des autres. Avant, je marchais l'indolence des grèves en amateur. Maintenant, c'est standard, avec des pantalons dans la garde-robe et le jupon bleu frisé dans le panier à linge, à côté de la laveuse blanche qu'ils nous ont donnée. Avant, j'étais seul. J'étais très seul devant la télévision. Aujourd'hui, je vais au-devant des autres, dans une cour d'école secondaire, en direct dans les gradins. Nous sommes 500. On ne me reconnaît pas. On ne sait pas qui, tant j'ai changé. Tellement ça s'améliore. Pour moi, pour les miens. En théorie comme sur le terrain. Il y a des mots forts dans ces poèmes-là, des mots redressés, des mots comme corrigés, des mots comme des gouttes qui ressemblent à d'autres gouttes, se perdre évidemment dans la foule, être seul, oui, peut-être douloureusement, mais de l'autre côté, quand on est avec tous les autres, on est comme les autres et on perd sa singularité. Et on comprend très bien qu'il y a là-dedans à la fois un constat et en même temps un amer constat et en même temps une colère contre ça et un refus dans le fond d'y être. Et je retiens particulièrement la belle expression « l'immobile retournable du terrible amour ». Alors, il se dit trop laid, trop mal, plein de fautes, de défauts, d'impossibles, d'impensables pour elle. Il l'associe à ces maladies de citoyenneté. Il dit « Nous sommes moins exigeants en ce raccoin du monde. Nous ne vivions qu'en des mondes exclus de leur légende. » En ce sens, en parlant d'exclusion, d'exil, d'un sentiment d'étrangeté, en se croyant non seulement dans une province, mais aussi dans une paroisse. Je parlais des paroisses mauriciennes. Mais ici, dans ce poème-là, dans l'un de ces poèmes-là, dans ces raccoins du monde, bien, évidemment, il est proche de la vision de Gaston Miron, selon laquelle on ne pouvait pas avoir d'identité individuelle si on n'avait pas d'identité collective. Je dis proche, mais elle est plus désespérée, plus amère surtout. Si Gaston Miron est bien, comme il l'avait dit lui-même, un ver de terre qui rêve à la lune, et Boisvert, lui, est plutôt un chien qui hurle à la lune pour faire peur au loup, qui est pourtant son ancêtre. Son âme est chouinesque. Les Chouins. C'est un livre important de Boisvert, c'est un livre qui est présenté comme ça, qui a été publié à la chez XYZ et avec les éditions de Savard. Alors, c'est un livre manifeste, ni plus ni moins. C'est un livre qui me semble rejoindre un projet jadis exposé par Victor Lévy-Beaulieu au début de son travail de romancier. Il disait que, dans le fond, il fallait que les écrivains aillent dans les extrêmes, qu'ils exposent les cas outranciers de violence, de barbarie, pour révéler
ce qui était caché profondément dans cette société, ce que cette société était en train de devenir et ce qu'elle ne voulait pas voir qu'elle était en train de devenir. Alors évidemment, vous savez, c'est un peu comme si on montrait à l'envers, on allait à l'extrême pour montrer le pire, parce qu'on dit on est en train d'être embarqué dans le pire. C'était la vision de Victor-Louis Beaulieu, mais il me semble que Yves Boisvert, dans Les Chahouins, dans sa vision des choses, dans sa vision sociale, était pas loin de lui. Alors, ce livre qui tient autant du manifeste que du texte pédagogique procède par démonstration avec des poèmes, des récits, des photos, adopte la forme même de son propos et de son style, quoique soutenu, est délabré. C'est une sorte de scrapbook qui dit une vie qui se passe dans une cour à scrap, parce que la vie et la forme du chahouin, ce sont celles du scrappé. Vous savez, les chahouins, au cas où il y en a qui n'auraient pas encore saisi tout à fait ce que c'est, c'est les magouas, c'est les sans-allure, c'est les pas d'allure, qui vivent dans les banlieues, qui vivent en marge, qui vivent en dehors de toute forme. Alors, il y a beaucoup de noms pour parler de ces gens-là. Alors, Yves dit que le chahouin, c'est le sans-allure de chaque village. Devant sa maison, on retrouve une étrange installation où se côtoie un vieux pneu, de la broche à coin, un frigo renversé, une auto rouillée enfoncée dans la terre couverte de branches. C'est un bric-à-brac. On aurait deviné qui est une métaphore, en fait, de l'univers mental de ce drôle de personnage, le chahouin. Le chahouin, précise Yves Boisvert, c'est l'homme des choses pourries, défigurées, déconstruites, désagrégées. Et, je le cite, il ressemble à un rouleau de broche à clôture laissé à l'abandon en bordure d'un fossé qui passe ou est passé de la couleur grise aux teintes rouillées. Alors, symptôme d'une dégradation tranquille, écrit Yves Boisvert, il se situe en dehors de tout projet, de tout avenir, de tout progrès. Et là, Yves nous dit les mots amélioration, correction, réparation, domination, civilisation, on l'a bien vu dans le poème extrait des amateurs de sentiments, ne le concerne pas. Il ne compte pas sur le temps pour améliorer les choses, hors de tout ce qu'on appelle projet éducatif. C'est un barbare, un restant d'homme qui gravite autour des débris de l'humanisme. C'est Yves qui le dit. Il le dit encore, c'est un être périphérique, bafoué, qui refuse de se prendre pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il n'a pas à être. Alors, je continue ma réflexion. Tout qu'on fait à partir d'une vision d'en bas, Yves Boisvert, le chahouin, est la part inavouable de toute civilisation. Ce que la civilisation rejette, ce que la société rejette, n'ose pas montrer d'elle-même, pour ne pas se défaire de la bonne conscience qu'elle a d'elle-même. Civilisation que certains, comme lui, cependant, semblent refuser par choix ou par incapacité à être. Il est le grand malade dans cette société, il en est conscient, il l'a dit ironiquement, mais aussi douloureusement, amèrement même, avoir à se redresser, à se corriger, le rend malade. Les chemins sont insaisissables. Leurs pistes sont irrégulières, impraticables. Ils peuvent servir d'exemple. Ils sont morcelés, ils ont l'esprit broche à foin. Ce serait de l'eau d'une mentalité médisante, dit-il, d'abord rurale, peu encline aux projets reconnaissables et violemment repoussée aux marges miséreuses des paroisses honnêtes. Il ne serait chez lui nulle part. Alors, enfin, l'âme est chaminesque, nous dit Yves Boisvert, en ce que la vie se présente chaque jour en broche à foin, dont on ne parvient jamais à joindre les deux bouts. Joindre les deux bouts. Oh, il reste rien que 10 minutes. Bon, je passe un bout. Alors, en voulant préparer cette conférence, j'ai ouvert l'autre jour les Chahouins et j'y ai relu la dédicace que m'avait faite Yves Boisvert le 9 décembre 1997. Elle disait « À la découverte de l'autre monde en nous ». C'est bien ce que Yann Giroux a voulu faire en s'approchant du personnage du poète Yves Boisvert. Et c'est cette part en lui, en nous, qu'a révélé le personnage de la blonde du moment, joué par Céline Bonnier, en lançant la face du poète. C'est toi le chahouin. Yann Giroux m'a confié en entretien avoir voulu justement, bon romantique qu'il demeure, aller voir derrière les apparences,
les siennes propres, bien sûr, bien évidemment, puis celles du poète Baudier. Dans l'adolescence qu'il avait passée à Sherbrooke, il avait aperçu le poète, ne l'avait plus revu pendant une quinzaine d'années, mais était resté avec une fascination première pour ce type de créateur, qui lui était apparu alors comme complètement libre, incapable de concession. Faire un film sur ce poète, autrefois entreaperçu, c'est sans doute rendre hommage à l'acte créateur lui-même. Mais c'est aussi une façon de montrer l'envers de la bonne conscience, ce qui peut avoir des liens avec la bien-pensance ou la bonne éducation. Être chanoine comme Yves Boisvert a sans doute des conséquences. Il a mené jusqu'au bout son refus du système, il en a payé chèrement le prix, mais en exposant cette âme, en montrant le mauvais côté des choses, en révélant un dysfonctionnement qui peut être un reflet du dysfonctionnement du psychisme, il met notre monde à l'envers et nous invite à le suivre sur une autre scène, autrement, en nous tenant ni plus ni moins en équilibre instable entre les deux mondes, le monde où ça fonctionne et où ça doit fonctionner, et le monde où ça ne fonctionne pas ne peut plus fonctionner. Ce faisant, il le fait à notre place et pour nous, il nous libère de l'obligation d'aller jusque-là. Tantôt, peut-être en répondant aux questions, je pourrais dire à quel point il n'est pas seul là-dedans. Et là, j'avais écrit Gilles Deveau, j'ai eu 2 autres poèmes, une photographie, mais avant ça, je fais ma conclusion. Alors, je veux conclure en revenant à Yves Boisvert et au film que Yann Giraud lui a consacré en m'attendant justement au souffle. Car si Yves Boisvert est un homme de sentiment qui a donné à voir les maladresses et les dysfonctionnements du cœur, du corps et de l'esprit, il est aussi un homme du souffle. Le souffle chez Yves Boisvert est d'abord et avant tout un souffle lyrique, porté bien sûr par le sentiment amoureux. Mais plus il avançait dans son œuvre, à chaque fois qu'il lisait ses textes, tout en continuant à faire son théâtre, Yves Boisvert s'est déjà défini comme un artiste de variété. C'était sans doute un peu une pause qu'il prenait, donc plus elle avançait dans son œuvre et dans sa façon de la présenter en public, plus il me semblait afficher une voix fatiguée, proche de la disparition. Il avait une voix exténuée, sa voix était exténuée. C'était probablement un peu la fatigue du Canadien français, si bien décrit par Hubert Laquin dans un texte célèbre qu'il n'a au fond jamais cessé d'être, en poussant à sa limite sa vision colonisée. C'était peut-être là où le menait son abandon du lyrisme au profit d'un prosaïsme assassin, oserais-je dire, qu'il a réduit à n'avoir devant lui qu'un monde sans poésie, sans au-delà, sans transcendance, sans espoir. Pas moyen, semble-t-il, pour lui de faire naître, comme le dirait Baudelaire, les fleurs du mal. La voix était exténuée, désespérée, aurait-on cru, devant un monde, une société qui, à ses yeux, ne changeait pas, mais aussi parce qu'à ses yeux, il ne devait pas changer. Il était ce chien fixé comme dans le film de Yann Giraud à la cœur de sa vision du monde. Certes, Yves a été reçu et il a été aimé. Et il a été reçu par Yann Giraud dans son film « À tous ceux qui ne me lisent pas ». Rappelons-nous la scène du jeune garçon, le fils de la blonde du moment, joué par Céline Bonnier. À travers cette dimension de l'histoire du film et du personnage, Yann Giraud se représente en fait sa propre attitude face au monde exposé par Yves, et peut-être la nôtre. En secret, sans que cela se dise et se fasse pressentir par le poète, le personnage du poète, le jeune fils, d'une autre façon, reçoit le poète, le reconnaît et l'aime en lui faisant le don à la fin de son film. C'est opéré en lui une révolution intérieure, une révolte intime, soutiendrait Julia Kristeva. On est en droit de se demander. Parce que le poète qui est seul, très seul, qui est sans allure, qui ne fonctionne pas avec les autres, qui ne fonctionne pas en amour, tel qu'on nous l'a représenté, il y avait quand même quelqu'un qui, à l'intérieur, lui qui se déliait de tout, lui qui était dans le dysfonctionnement, qui était en dehors des liens, de ce qui pouvait être en lien, ben justement, il y avait dans la trame narrative du film, ce jeune garçon qui, en secret, dans sa chambre, préparait justement autre chose, préparait justement un renversement de tout système et un renversement qui allait être sa révolte et sa révolte intime qui allait être son don d'amour.
Alors, dans ce don du film, alors Yves donnait des mots, mais c'est un poète aussi qui faisait voir, on l'a vu tantôt dans les poèmes qui nous ont été lus, et il donnait à voir, et le film, évidemment, donne à entendre, mais il donne aussi à voir. Et c'est ce que le jeune garçon a donné, il nous a donné des images, mais en même temps, il donnait un don d'amour. On est en droit de se poser la question, après avoir vu le film, le poète représenté dans le film, regardera-t-il le film? Prend-il la mesure de ce qui lui est ainsi offert? Voudra-t-il rejouer le titre du film et dire « à celui qui ne me verra pas » rappelons la définition de l'amour chez Lacan, aimer c'est offrir ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Le don qui est un don dans l'être, un don d'être, se fait à partir d'un monde qui rejoint un autre, nous a dit Lacan. Alors la révolte serait bien réelle, elle deviendrait intime alors, si je reprends, en effet, Julia Kristeva en ce sens, puisqu'on serait, avec l'image du poète, représenté dans le film à tous ceux qui ne me lisent pas, et celle que nous livre Boisvert lui-même dans sa poésie, qui est une poésie qui désespère et qui lutte jusqu'à l'épuisement aux âges avancés, c'est une poésie qui pense elle aussi. Kristeva, dans son livre intitulé La révolte intime, retrouve le sens étymologique du mot révolte, en faisant remarquer qu'il est plus nécessaire que jamais aujourd'hui pour, je la cite, pour préserver la vie de l'esprit et celle de l'espèce. Alors, selon elle, la révolte agit comme un retournement, déplacement, changement. Il y aurait en elle, selon Julia Kristeva, la logique profonde d'une certaine culture fondée sur le questionnement et le déplacement du passé. Et Boisvert est encore hanté par le projet moderne. Julia Kristeva a pris note de sa défaillance et a donné à nos intimités les possibilités de la révolte. Je pense à ce qu'André Abel disait ce midi du romancier. Il disait que se représenter les personnages détraqués pouvait nous protéger de nos propres folies. Alors, je te demanderai de lire les deux poèmes qui restaient de ce document-là. Et tu nous liras plus tard la mémoire. Non, ces deux-là, oui. Oui, correct. Oui. Alors, poème de quelqu'un d'autre. Va, mon ami, sur un peu de tes cheveux rouges. Va jusqu'au bout secret de ton rêve. Je ne te ferai pas la guerre. Les armées déportent leurs armes pour d'autres marées en d'autres déserts. Va, douce et remuée sur tes cheveux de flamme. Nous avons rempli cet amour d'une si triste mémoire et fait de cet appel je ne sais plus quel secours. Va, tranquille, loin de ma douleur, évite ma trace et congédie mes lèvres. Je ne te ferai pas la guerre. J'apprendrai plus tard, peut-être, comme en un fracas sourd du cœur s'écroulant, cette faiblesse que je fus, ce tremblement du corps. Dans ta lueur constellée, va, sereine et silencieuse, à l'écart des vertiges, des tourments, des falaises. Sommeille à ton aise sur le duvet d'or teinté de ta hanche qui irrigue chaque avenir. Et que le feu rafale ma veille, que t'infiltre alors le germe immaculé du jour. Deux autres poèmes aussi. Non, deux autres poèmes aussi. Non, c'est parce que ça va dans le sens de ce que tu as fait. Et je t'ai ça. Oh, oui, tout ça. Alors on revient en arrière à une page. Je m'en vais. Je m'en vais pour celui qui marche. Pour qui ne marche plus, je m'en vais pareil. Le poète entend probablement des voix d'en bas. Il y eut un monstre, on est aux anges, ébroué dans les fosses sceptiques. Écoute la vague du mus ramener ton front vers les étoiles. Le dogme roule au fond de l'excellence comme prévu. Il marche, les paupières en retrait, autrement plus loin que la ligne de conduite les séparant d'eux-mêmes. La ligne s'estompa,
ça les enfargeonnette. Leur amour, tant aimé, leur coupa les jambes à la hauteur des espérances. Recueillez en vos cœurs cette affaire baroque, mais n'en faites pas trop. On n'y croirait plus, ni aux larmes, ni aux choux des mal tombés dans les salles d'attente, classes d'école, champs de roulotte, terrain vague. Accueillez en vos cœurs cette séparation. Habituez-vous à laisser les portes débarrées. Je ne vais plus agir si jamais je l'ai déjà fait. Je ne mourrai plus comme autrefois dans les bagarres de la vie. Les pièges dénoués, la corde plus lisse que la soie de Bénarès, plus ténue que le cheveu au cinéma. Nous sommes libres. Désormais, nous parlerons beaucoup moins. Très peu, presque pas. Quiconque parmi nous débordera du pourtour des destins assignés entendra distinctement un cri surpris par la lumière le dévaster. Souvenons-nous des têtes aussi du chapitre précédent. Je vais demander à Gilles, je ne peux pas dire à Yves, c'est à Gilles qui prend la voix de Yves, de nous lire les deux derniers extraits, les deux derniers poèmes du recueil « Aimez-moi », tellement ça résume, vous savez, ce poète baveux, ce poète qui ne voulait pas se soumettre. Vous l'avez bien vu, c'est un grand sensible, un grand sentimental. Sa poésie, c'est un chant d'amour. C'est une incantation amoureuse, comme dirait Hervé Guibert. Mais il y a là-dedans, mais il y a tout. Il y a tout. Un homme tout seul, ça marche. Je marche comme un homme qui s'apprête à changer de rue. Je marche comme un type qui a résolu de mettre un pied devant l'autre. Je marche comme un individu qui a appris à marcher par lui-même. Je marche comme un garçon crevé qui a du temps devant lui, à défaut de trébucher sur quelqu'un d'autre. Je marche. Entre la course et l'immobilité, je marche comme un passant qui s'en va. Ce jeune homme n'est pas étendu dans un parc accompagné d'une femme l'enlaçant de promesses et le couvrant de baisers. Il ouvre sa route avec ses pieds. Regardez le passé. Braves gens qui avaient des yeux pour voir, assis sur vos perrons, juchés à vos fenêtres par les soirs givreux de septembre. Regardez-le s'en aller. Vous ne le reverrez plus. Il marche avec le cœur dans la gorge, le corps défolié, griche le gravier sous la semelle. À la sortie de la ville le sort de lui. Sa patrie lui rentre dedans et s'évade en ruine de mémoire. Je marche avec le dos large, les oreilles molles, les rides sèches, avec un sac, avec une poche, avec une torche, et je ne vois plus rien. Je marche vers les horizons rayés, de zébrures roses et de lune imminente, au-dessus de Montréal, et son volcan mort me fait marcher plus vite. C'est un minuit de technopole, le ciel clarifie, la ville efface. Je veux que ma course me change d'idée. Je marche vers un malentendu d'espace, courbé de mots dans un désert troublant, avec mon âme, avec ma gueule. Je marche en rond, je marche seul. Je marcherai jusqu'à la rivière des prairies. Je marcherai, je l'imagine, plus lentement, grotesque et lancinant, jusqu'à l'oubli, la tête débarquée, les pieds dans la pluie. Qu'est-ce qu'on va faire si je tasse des murs, si j'en peux plus? Qu'est-ce qu'on va faire si je prends l'avion, comme on prend la rue? Qu'est-ce qu'on va faire en attendant? En attendant. Quand lèvera le prochain jour, la chevelure déployée dans le vent, un autre idiot sifflera ce chant en souvenir de nos amours. Et le dernier, Aimez-moi. D'aussi loin que mémoire soudaine, les pas du cœur sont comptés. Ma jeunesse en la voilà. À présent, je viens à vous.
aimez-moi. Voyez, les traces semelles, c'est tout ce qui reste. N'en soyez pas étonnés. La foudre rejoint partout ceux qu'elle aime, épargnant aux autres tel malheur ou certaines vérités. Tous ici, tous ceux qui habitent la peine et que la peine habite, aimez-moi comme on aime sa patrie. À travers les murs, au-delà des flammes, en l'espace d'un oiseau tranchant sa clarté, de l'océan jusqu'aux larmes, pleurez-moi, que je sois consolé. Je viens à vous. Aimez-moi, avant la fin du monde. Si le monde se meurt, je pars avec lui. Aimez-moi, j'arrive à vous, afin de n'être pas étranger. À défaut d'espoir et de rêve, faites qu'à l'horizon déchirant de mon âme se lèvent des firmaments constellés et qu'au grand jour, éperdument, je vous aime, comme on n'aime plus. De questions, la période de remarques, la période d'échange, la période de critique, d'appréciation. Vous n'avez qu'à faire signe, je vous apporte le micro. Et parlez dans le micro, s'il vous plaît. Gérald, est-ce que le film est accessible d'une façon ou d'une autre maintenant? Il a été accessible. Yann Giroux nous a dit qu'il était possible avec une certaine adresse. Je ne l'ai pas noté, mais il m'a donné la permission, un code secret que j'ai. Bon, parce que je travaillais, je lui ai dit que je travaillais sur ce film-là. Mais il me semble qu'il a mis à un moment donné sur Facebook l'adresse où on pouvait, il était devenu disponible. Par un mot de passe. Pardon? Par un mot de passe. Oui. Il était disponible. Mais pas en DVD, de passer Sur l'écran. malheureusement. Parce que c'est un très beau film. Oui, madame. Oui, René. Pourquoi avoir été en état de choc après avoir vu le film? Je n'ai pas répondu, non? Oui. Non, vous avez vu? Je ne comprends pas encore tout à fait moi-même, c'est-à-dire que c'était plus fort que moi. Mais je pense que je n'acceptais pas qu'on ait autant attiré l'attention sur l'image du poète maudit. Dans mon esprit, le poète est autre chose que ça. C'est une image un peu surannée, mais c'est sûr que Yves jouait là-dedans. Et c'est normal qu'à un moment donné, un petit gars de 15 ans qui voit quelqu'un comme ça, puis qui était, comme on dit, Yann Giroux, il dit, moi, j'ai toujours été un gars bien en ordre. Quand j'avais 5 ans, je faisais mon lit, je suis bien propre, je fais mon ménage. Il dit, bon, j'étais pas un adolescent délabré, bon, j'avais pas une chambre qui ressemblait à une chambre d'adolescent. Comme on sait. Alors il dit, ça m'intéressait d'aller voir ça. Et bon, alors je peux le comprendre de sa part, mais j'acceptais pas qu'on reproduise cette image-là, parce que je rencontre beaucoup les poètes. Bon, ils questionnent des choses difficiles, bien sûr, mais de l'autre côté, ils ne sont pas comme ça. Bon, Isabelle a écrit Les Grandes Fatigues, Louis Savoie-Bernard a parlé de certaines de ses maladresses, tel autre, mais c'est des gens qui fonctionnent, ni plus ni moins, alors ils sont autre chose que des poètes maudits. Ils décrivent des choses, des situations qui sont, on pourrait dire, pas absolument fonctionnelles, mais de l'autre côté, ce n'est pas des poètes maudits. Alors, ça m'enrageait ni plus ni moins peut-être parce que j'avais connu Yves, parce que aussi, je me disais, le poète, ce n'est pas ça le poète. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, je pense que j'étais resté accroché à cette image, parce que ceux qui ont vu le film, l'image du chien enragé attaché à sa cage et le personnage qui varge sur le chien enragé, et sur la cage, comme s'il rageait après sa propre condition, comme s'il rageait... Bon, j'ai jamais vu, moi, Yves, comme ça.
Je sais qu'il pouvait gueuler des fois, mais ça, je ne l'ai jamais vu comme ça. Mais le personnage a été vu comme ça, et je pense que c'est ça qui me saisissait. Puis j'ai fait un lien avec la passion, parce que la passion, dans la passion, si vous l'avez vu, ça aussi c'était assez saisissant, parce qu'à un moment donné, on vargeait, parce qu'on sait que Christ était fouetté, bon. Et on sait bien que là-dedans, on en mettait beaucoup. On disait, à un moment donné, c'est assez, on sait ça, cette affaire-là, arrêtez de le varger. Mais on n'arrêtait pas de nous montrer des scènes où on vargeait dessus. Alors ça avait secoué, je vous dirais, c'est peut-être mon âme sensible, parce que je me dis, on ne peut pas faire ça un humain. Un humain ne peut pas vivre comme ça, un humain ne peut pas, je n'accepte pas, je ne l'accepte pas, c'est ma révolte à moi. Je n'accepte pas qu'on voit le poète comme ça, mais je n'accepte pas qu'on fasse ça à un humain, qu'on fasse ça à quelqu'un qui ne peut être un Dieu non plus, mais je n'accepte pas, et je n'accepte pas jusqu'à un certain point que Yves vive de cette manière-là non plus, c'est sûr. En fait, c'est une façon de réduire, de rapetisser. Oui, oui. Ben, c'est un aspect, je dirais, ça faisait partie du personnage. Il pouvait jouer ce rôle-là. Puis il se plaisait à jouer ce rôle-là. Mais d'un côté, il jouait le personnage, mais je pense qu'il l'était vraiment. Mais à ses risques et périls, parce que je l'ai vu pleurer parce qu'il était seul, parce qu'il n'y avait pas de lien, parce qu'il n'y avait pas d'enfant, parce qu'il était accroché à rien. Il avait beau jouer, faire le fanfaron, puis dire, mais on appelle, il y avait Nicole Brassard, il y avait quelqu'un d'autre, puis j'étais là, puis là, il était complètement désespéré d'être dans cette situation-là. Je l'ai vu comme ça. Et, oui, mais alors c'est pour ça que je dis oui, mais je pense qu'il a été, dans ses études, on lui a martelé la tête que c'était beau être un poète maudit, que c'était lui le poète, que c'était le... Alors on l'a encouragé là-dedans et il l'a cru et il a joué, mais pendant que d'autres à côté, évidemment, jouaient sûrement en ayant des bons salaires, puis en étant prof d'université, puis en étant... c'est ça. Mais René, est-ce que j'ai répondu à votre... c'est-à-dire que c'est parce que j'ai pas... Je me pose encore la question pourquoi ça m'est arrivé, mais c'est vrai que ça est arrivé. Oui. Judith Cohen. Une chose qu'on n'a pas dit encore de Yves, qu'on n'a pas reconnu, était sa grande timidité. Au fond, verbalement, il pouvait être violent, mais il était aussi timide. Et quand son livre, Regardez tout, a été traduit en anglais et lu, et qui se vendait même bien à Montréal pour un livre par un petit éditeur mom and pop, il y a eu une réception dans quelques vieilles clubs miteux à Montréal avec une pseudo-grandeur qui se dissolvait autour. Je suis allée pour une réception pour les écrivains montréalais. Et puisque moi, c'est pas pour mon livre, c'est ton livre, j'ai essayé d'amener Yves avec moi. Il a refusé, il a bloqué, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas s'exposer dans cette société montréalaise, la société anglophone de Montréal, au Badminton Club. Terrifié! Il faisait le fanfaron, mais il était évidemment plus terrorisé que ça. Comment avez-vous trouvé le film? Pardon? Madame Bowen, comment Je n'ai jamais vu le film, maintenant je vais le voir. Ça vaut la peine. Oui. Moi, j'avoue que j'ai pas lu Yves Boisvert, donc je vais le lire. Là, je suis contente qu'on ait pris la peine de lire de sa poésie. J'ai vu le film, par contre, et l'image du poète maudit, effectivement, elle est bien brandie. Puis comme j'ai pas connu non plus Yves, je peux pas départager tout ça. Puis comme j'ai pas lu son œuvre non plus. Toutefois, le titre de la conférence était « Penser le monde avec Yves Boisvert ». Et l'image que j'ai, puis le peu que je connais de Yves, ce que j'entends, c'est un peu... il y a une phrase qui
qui a été dite, que c'était un peu, il nous libère d'aller jusque-là. Oui. Moi, ça me faisait ça quand on lisait le premier texte. En fait, c'est comme on mérite tellement pas la beauté qu'on a envie de se dire non, tu sais, ok, tu sais, on la mérite peut-être un peu, tu sais, comme par effet de contraste. Comment on résumerait, mettons, bon, évidemment, je n'aime pas me faire encapsuler moi-même, fait que je ne veux pas qu'on encapsule non plus Yves Boisvert en une phrase, là, mais qu'est-ce qu'il y a à nous apporter pour penser le monde autrement que de le penser dans l'image du misfit, là, par contraste, d'aller tellement dans l'extrême du misfit puis de dire je ne veux pas nécessairement aller là, fait que je vais essayer de voir la beauté du monde, mettons. Oui. La question est peut-être un peu oui. pas claire. Elle n'est pas simple. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Il va nous montrer peut-être à contrario jusqu'où ça peut mener justement une vision où on ne décroche pas d'une certaine condition de coloniser. Ce que tu as dit, cette timidité, dans le fond, ça renvoie à une vision de coloniser. Il a bien beau déplorer, trouver qu'on regarde mal les gens des paroisses, la paroisse mauricienne, les paroisses mauriciennes, les raccoins du monde, il est bien beau. Mais de l'autre côté, c'est là qu'il vit. Il le déplorait, mais dans le fond, ce que je pense qu'il nous montre, c'est lui est allé, il a montré à quel point c'était mortifère, pour lui, mais aussi pour le Québec, d'aller dans ce sens-là, en restant accroché à cette vision-là. Il y a quelque chose, une confidence que je n'ai pas faite tantôt, mais j'y avais pensé, c'est qu'un autre moment où j'ai été pas enragé, là c'était choqué. C'est que je revenais d'Italie, je venais de passer plusieurs semaines là-bas, j'avais découvert un pays avec son histoire, avec ses beautés, avec ses légendes, avec son art, ses splendeurs. Et je revenais au Québec et on disait qu'on avait un film qui représentait ce qu'était le Québécois et qui était vraiment, c'était ça, être Québécois, c'était Elvis Gratton. Alors on disait, ça on était peut-être quelque part au milieu peut-être des années 90 ou au début des années 90, on disait le Québécois c'est Elvis Gratton, c'est une image du Québec, je dis. Et là, peu de temps après, j'ai entendu Yves Boisvert lire des textes, mais je dis, ben voyons donc, lui aussi est en train de nous dire qu'on est encore à l'étape de Elvis Gratton, qu'on n'est pas. Pourtant, il y a eu, en tout cas, sur le plan de l'écriture, de l'imaginaire, il y a eu Anne Hébert, il y a eu Jean-Pierre Lefebvre, il y a eu Baraquin, il y a eu, Marie Laberge, il y a eu un paquet de gens, il y a eu Claude Beausoleil, il y a eu, un paquet de gens qui nous ont, il y a eu Anne Hébert, il y a des gens qui nous ont emmenés ailleurs et qui nous ont montré autre chose, et on a avancé. On n'est pas resté au niveau d'Elvis Gratton, on n'est pas épais comme ça. Mais là, on nous montrait comme épais encore. Et ça m'avait enragé. Et je pense que la vision que nous donne Yves, entre autres en parlant des Chawins, c'est qu'il nous montre ça, qu'il nous montre que dans le fond, lui-même est un Chawin, on l'a dit, il l'a laissé entendre, il a dit qu'on l'était tous un peu, mais de l'autre côté, il nous a montré jusqu'où ça pouvait aller. Jusqu'à quelle détresse, jusqu'à quel isolement, jusqu'à quelle amertume, jusqu'à quelle désespérance, jusqu'à quelle absence d'amour ça a pu mener. Et je pense que s'il y a une leçon, c'est un peu comme, c'est une certaine vision de l'écrivain aussi, ou de l'artiste, c'est de dire, il est allé là où nous autres on n'est pas allés. Il est allé là, mais il l'a fait pour nous, on n'est pas obligé d'aller jusque-là parce que c'est mortifère. Je pense qu'il y a ça dans mon esprit. Et c'est pour ça que je suis... il y a quelqu'un qui m'a dit tantôt que j'étais à la fois repoussé et attiré par Yves Boisvert. C'est sûr qu'à Yves Boisvert, ce monde-là, c'est pas un monde qui est le mien. C'est pas le mien, vous savez, je suis du
côté, je suis avec l'enchantement, je suis du côté de la lumière, je suis du côté modestie se construit, j'aime les projets, j'aime avoir confiance en la vie, j'aime même si j'accepte les contradictions et les tensions et les difficultés, on sait qu'il y a des fractures en nous-mêmes et dans le monde, mais d'un autre côté, je n'accepte pas qu'il n'y ait pas de projet, qu'on soit sans projet. Et Boisvert nous montre ce que c'est un monde sans projet, colonisé, qui est dans le fond, je pense que je ne l'ai pas lu ce bout-là, je dis, il est profondément resté canadien-français, dans le sens que le Canadien-français, à un moment donné, est devenu québécois, mais lui, il est resté canadien-français parce que, c'est ça. Mais je l'aime, je dis ça, mais je veux pas être terrible à son sujet parce que c'est un poète immense. Oui. Et je vois autre chose aussi, parce que dans le peuple québécois, il y a des gens qui se voient comme un peuple conquis. Et ça, c'est beaucoup plus dur pour les hommes que pour les femmes. Et dans un peuple qui se voit comme conquis, écrasé, ce sont les femmes qui se relèvent avant. Parfois en séduisant les conquérants, mais les femmes se mettent debout avant. Yves n'avait pas réussi à se mettre debout, d'autres l'ont fait. Si on parle d'Elvis Gratton, il ne faut pas oublier que dans la musique classique, il y a d'énormes artistes québécois qui ont été écoutés partout au monde. Et ceux qui critiquent les Québécois d'écouter Elvis Gratton, il y a Marc-André Hamlin aussi. Hein. Il y a tout un autre niveau de musique. Mais quand je regarde ce poème, à celle qui posait pour Kodak, là je vois autre chose. Je vois, ok, on voit l'homme qui se voit comme colonisé et écrasé. Mais on voit aussi une veine fondamentale de la misogynie. C'est la méfiance de la beauté. La beauté, c'est un piège. Et il faut s'en méfier. Et ça, c'est présent là. Ce n'est pas toujours présent dans Yves. S'il y avait moyen de souffrir, il allait le trouver. À celle qui posait pour Kodak, c'est la veine qui suit tout le long, c'est la méfiance. La beauté est un piège, il faut se défendre. Bon, j'ai terminé. Je passe le micro à quelqu'un d'autre. Moi, je reviens encore un peu sur ce qui a été dit. Encore dans ce texte-là, moi, ce qui me frappe, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est ce qu'on a toujours dit aux Québécois, t'es né pour un petit pain, hein, c'est un cliché. On n'est pas, dans ce texte-là, on voit qu'on n'est pas débarrassé tellement de ça. On est dedans pour un petit pain, donc la beauté, c'est pas pour nous. Okay? Autant chez Yves, c'est la beauté, la femme qui courtise, mais autant aussi, c'est l'accès à ce qui est beau, parce qu'on nous a toujours dit qu'on n'était pas fait pour ce qui est beau. Puis il dit très bien dans ce texte-là. Ce que je trouve intéressant, c'est quand il dit « Embarque-toi dans le malheur et la malchance afin qu'elle te poursuive ». Ça, c'est très intéressant aussi, parce que c'est comme tu n'as pas accès, quel moyen de séduction tu peux trouver? C'est la misère, c'est le côté misérabiliste un peu. Okay? Alors, donc, on a l'impression qu'il joue justement comme un piège pour que la beauté lui devienne un petit peu accessible. Mais c'est quand même assez triste de voir qu'il faut en arriver là, tu sais, à faire pitié quasiment pour que la beauté devienne un champ accessible. C'est parce que c'est de dire terriblement que la misère peut être un moyen de séduction. Ouais. On fait pitié, on est miséreux, aime-moi dans ma misère et reçois-moi dans ma misère. C'est un peu... c'est une autre façon de fasciner. Il y a d'autres façons de fasciner, oui. On essaie en principe de la son meilleure. Oui. Moi, je voulais savoir en fait, qu'est-ce qui vous a fasciné dans Yves Boisvert au point de le traduire. Prenez donc le micro. Ah, pardon, excusez-moi. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a fasciné précisément en lui pour avoir envie de le traduire et de le suivre pendant tant d'années. Parce que j'avais l'impression qu'il était...
J'avais l'impression qu'il était, comme il a dit, des putains du Club Saint-Paul, un vrai. C'était la vérité que j'ai vue en lui. Et probablement que d'autres ont vu ça aussi. Il ne faisait pas semblant. Il était lui-même. Donc il était authentique. Oui, il était authentique. Il croyait par exemple que les Irlandais étaient des anglophones. Pas nécessairement. Et de se dire irlandais, je n'ai pu aller au fond de cette fascination pour lui. Il prétendait être irlandais, il parlait de l'Irlande dans ses écrits, il n'y est jamais allé. Et ça, c'est une autre veine de fantaisie chez lui, que la beauté est un piège, que l'Irlande est un pays merveilleux. Oui. Ben, c'est vrai qu'il s'est senti pris. Il a déclaré qu'il était Shawin. Il n'était pas Shawin, il ne venait pas de Shawinigan, il venait de l'Avenir. Il était juste à la frontière entre les francophones et les anglophones du Québec. Parce que l'Avenir est la dernière village francophone, et après c'est Alverton. Alverton, c'est le prochain village, et ça c'est anglophone. Il a toujours marché sur une sorte de corde raide entre les expériences, les sensations. Il est fascinant. Toujours en rond. Monsieur Deveau, Yves Boisvert était votre ami. Comment vous avez trouvé le film? C'est un petit peu comme Comme micro. la même chose. Le dommage qu'on entende pas assez de ces textes. Ça, je trouvais que ça aurait été intéressant. Même en voix off, on aurait pu entendre plus de textes. Mais après, il faut comprendre que c'est un film de fiction. On vous entend pas. C'est inspiré. C'est un film de fiction, c'est ça que j'ai compris à un moment donné, puis j'ai arrêté de me dire, bon, ben, arrête de vouloir qu'il soit comme tu voudrais qu'il soit. C'est un piège. À un moment donné, à partir du moment où je me suis abandonné à dire c'est un film de fiction comme un autre, sauf que c'est quelqu'un qu'on connaît, bien là, il faut faire abstraction de tout ça, puis le regarder avec un regard neuf et dire, prendre ce qu'il nous propose comme film. Mais tu sais, c'est sûr que le côté baveux de Yves, il ressort beaucoup. Ça m'a frappé quand il s'en va lire en avant, à un moment donné, il passe à côté d'une table, il prend le verre d'une fille qui prend, puis il en met. Ça, c'est tout à fait Yves. C'est tout le temps pour un petit peu agacer, parce qu'il est très, très conscient de ça, mais c'est sa façon de séduire aussi. C'est ça. C'est comme je te disais un petit peu tantôt, un petit peu misérabilisme, heureusement. Vous voyez, j'ai pas d'allure, mais aimez-moi quand même. C'est un petit peu ça qu'on sent un peu dans le film aussi. Mais c'était un homme très intéressant. Par contre, là c'est facile de parler de quelqu'un comme ça de l'extérieur, mais c'était quelqu'un qui valait la peine d'être connu, ça c'est sûr. Mais ce qui est réussi du film, c'est ce que je trouve grand. Je ne sais pas si vous avez vu d'autres films qui présentaient des artistes, des écrivains. Il y en a eu avec, on représentait la relation Rimbaud-Verlaine, nous autres c'était Oscar Wilde, mais c'était toujours anecdotique, c'était toujours extérieur, c'était toujours comme si ce qu'on voulait, c'est le petit côté croustillant de la vie, mais c'était pas voir, on pourrait dire, le monde de l'écrivain, parce qu'un écrivain, c'est un personnage, mais c'est aussi un monde qui arrive par sa façon de vivre, mais par sa façon d'écrire aussi, par ce qu'il écrit dans ses livres. Alors, il me semble que dans ce film-là, bien sûr que c'est une vision, qui nous présentait le côté scrappé, dysfonctionnel, les bagues, etc. C'était centré là-dessus. Mais c'est un aspect de Yves, mais de l'autre côté, on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas vu de l'intérieur. La cour à scrap, il l'a décrite dans Les Chamois. Il l'a décrite souvent. Dans les poèmes même qu'on a lus tantôt, il y avait quelques références à ça. Les déchets, vous savez, se sentir comme un déchet, se promener comme si on était un déchet, vivre dans un appartement comme dans un appartement de déchets. C'était vu de l'intérieur. C'était donc pas... c'était pas anecdotique, mais c'était... Et je trouve que contrairement à beaucoup d'autres films, en tout cas je ne les ai pas tous vus bien entendu, mais c'est rare qu'on voit des films où en tout cas,
on voit les choses de l'intérieur. C'est vrai qu'on n'a pas assez lu le texte, mais d'un autre côté, je pense qu'en voix off, secrètement, on a lu quand même un peu ces textes-là. M. Godet, oui. On a beaucoup parlé de l'homme, de la vie, etc. Mais moi, je suis peut-être par déformation très intéressé par sa façon d'écrire. Il y a ce qu'il dit, mais il y a comment il le dit. Oui. Et Boisvert, pour ce que j'en sais, bon, il n'écrit pas comme René Char, il n'écrit pas comme France Théorel, il n'écrit pas comme Paul-Marie Lapointe, je ne sais pas, on peut en nommer beaucoup. Il y a un texte, enfin, la fabrication des images se fait à travers un texte qui me semble très linéaire, presque prosaïque. Comment percevez-vous son écriture, sa forme d'écriture? C'est-à-dire qu'il y a eu, je l'ai présenté un peu rapidement tantôt, c'est que Yves Boisvert, dans mon esprit, c'était d'abord un poète lyrique. Et un poète même qui avait une certaine spiritualité et une certaine... Il écrit quand même Vitraux d'éclipse, il y avait les images du ciel, de l'infini, des vitraux, etc., des images. Alors, c'est un poète du chant d'amour, on l'a bien vu même dans ce qu'on a entendu tantôt, c'est des poèmes un peu tardifs, à peu près au milieu de sa vie. Non, c'est-à-dire au milieu de sa carrière d'écrivain, de son travail d'écrivain. Alors, c'était des poèmes qui étaient proches du chant d'amour, et même malgré le côté délabré, on se rendait compte, en tout cas dans ces textes-là, qu'on était dans le chant d'amour, et on était dans une certaine tradition du chant d'amour, et qui pouvait remonter presque au troubadour. Presque, en tout cas, alors il y avait toute cette vague-là chez Yves, c'est celle-là que j'ai retenue, c'est celle-là que j'aimais le plus, mais ce que je disais quand il a perdu la voix, quand il avait le souffle un peu plus coupé, quand il avait la voix exténuée, c'est que vers la fin de sa vie, il n'était plus tout à fait dans la poésie, il n'était plus dans le chant, il décrivait même dans ses poèmes de façon très directe, sans poésie, sans métaphore, le quotidien, de la fille du bar, du gars qui est dans le scrap, de tel... Bon, il a écrit un livre qui s'appelait Le Gros Borada. Alors, Mélanie Saint-Laurent. Alors, un monde, donc, c'est comme si on disait, sa vision du monde était lyrique et tournée vers la poésie, vers un certain dépassement par le chant et par la langue, mais elle faisait partie d'une certaine tradition, mais d'un autre côté, cette voix-là, du chant, a perdu, dans le fond, de son chant pour devenir sans poésie et devenir brutalement, vous savez, collé au réel, et dans le fond, c'est comme si on passait de l'extase de la vie à la prose de la vie, et au réel de la vie, et à ce moment-là, c'est parce que ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont entendu, en tout cas, c'est ça que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous aussi, à la fin, pas parce qu'il était mourant, mais c'est parce qu'il était à la fin de sa vie, là, dans les derniers moments, quand il lisait, il est comme découragé, comme déçu, comme écœuré, comme, bon, alors, les mots que j'ai utilisés tantôt, il jouait ça, le gars exténué, puis il avait la voix qui faiblissait, comme s'il était à l'agonie, il jouait l'agonie devant nous, il rythmait l'agonie, il rythmait avec son souffle exténué, justement, cette prose-là de la vie, cette poésie-là qui disparaissait, dans le fond, et ce chant qu'il perdait. Et, à mon avis, c'est ces moments les plus beaux, c'est les moments quand il est pleinement lyrique. En tout cas, c'est le livre que j'aime. Mais alors, vous me demandez, il est quand même un peu à part. Il était très influencé par Miron, par Gatien Lapointe. Il a été l'élève de Gatien Lapointe. Alors, il est né, on pourrait dire, dans la veine nationaliste et il est resté accroché à ça. Mais ses poèmes étaient très marqués par la... Il m'avait dit à un moment donné, écoutant un entretien, il m'avait dit « Je suis un sentimental parce que j'aime les fleurs, parce que je suis émerveillé par le ciel trop bleu, parce que le visage trop beau de ma mère, comme dit Ducharme au début de La Vallée des Avalées. » Alors il disait que dans le fond, il était facilement émerveillé devant les yeux trop beaux d'une femme et qu'il pouvait perdre le moyen.
Alors, il y avait cette dimension-là qui passait un peu dans sa poésie, mais bon, il y avait autre chose. Mais c'est un sentimental, dans le fond, c'est un homme de sentiment. Et c'est rare parce que les poètes, à cette époque-là, il est arrivé après les Mirons, Gatien Lapointe, etc., est arrivé après, il est encore un peu dans cette veine-là, mais après, au même moment, il y avait les poètes formalistes, les poètes urbains, les poètes célibataires, les poètes qui sont arrivés, qui déconstruisaient davantage le langage. Lui, il le déconstruit, mais en étant plus du côté de la contre-culture, et à ce moment-là, évidemment, avec le côté poète, baveux, maudit, qui buvait, qui était misogyne, qui faisait tout ça, qui était misérable. Pas nécessairement misogyne. Bon. Je regardais un poème. Bon, ok. La nuance est bonne. Ce que j'aurais aimé ajouter, si vous me le permettez, c'est que Yves Boisvert n'était pas tout à fait seul à nous montrer ce côté dysfonctionnel du corps, de l'esprit et de la vie. Il y a des gens qui sont venus après et plus récemment, mais qui ont fait mieux qu'Yves, qui sont allés plus loin qu'Yves. Yves, s'il y avait un côté désespéré, désespérant et vraiment, on pourrait dire, restreint et qui l'encageait, eh bien, il y en a d'autres qui expriment la même chose. Je pense à Isabelle Dumais, évidemment, dans Les Grandes Fatigues. Je pense aussi à Chloé Savoie-Bernard dans Faste. Je pense aussi à Marjolaine Beauchamp dans Four et le Feu. Je pense aussi à Clémentine Dumas-Côté dans La Femme assise. Alors, ce sont toutes des personnes, d'abord, ce sont des femmes. Ce sont toutes des femmes qui ont montré comment, dans le fond, on n'était pas toujours obligé de répondre aux dictats, qu'il y avait une nouvelle censure, qu'il y avait des nouveaux dictats aujourd'hui. Peut-être que dans l'esprit de Yves, c'était les dictats capitalistes, les dictats canadiens, les dictats, ces dictats-là, mais c'est comme si une génération plus jeune d'écrivains se disait, il y a des dictatures qui nous disent, il faut être heureux, il faut être en forme, il faut bien manger, il faut bien se tenir, alors on n'est jamais correct parce qu'on ne se tient pas bien, parce qu'on ne mange pas la bonne nourriture, parce qu'on... Moi, quand j'étais au collège, vous savez, les dernières années, les gens, on arrivait de la cafétéria, les gens regardaient dans notre assiette pour voir ce qu'on avait mangé, ce qu'on mangeait. Si on ne mangeait pas un sac de chips, s'il n'y avait pas quelque chose qui n'était pas bon, si on mangeait assez. Vous savez, il y a toutes sortes de dictats. On sait que Pascal Bruckner, par exemple, a écrit L'euphorie perpétuelle, qui nous a montré à quel point, dans ce devoir de bonheur, évidemment, il y avait une prescription qui était terrible. On sait que notre ami Jacques Sénécal, que plusieurs connaissent ici, parlait dans les médias de la gang des ricaneux, parce qu'évidemment, on ne nous montrait rien des gens qui avaient du fun, puis qui ricanaient, puis il fallait être drôle, puis bon, c'est ça, ça ricanait. Alors, il nous a montré à quel point. Alors, puis on nous dit, alors, il y a des poètes qui nous disent que, un peu comme Chloé Savoie-Bernard, par exemple, elle dit, moi je suis maladroite. Bon, c'est une très belle femme, mais elle dit, je trouve que je suis grosse des fois je trouve que je suis trop belle, des fois je trouve que je suis belle, des fois je trouve que je suis pas belle, je suis maladroite, des fois j'accroche, puis là, des fois j'accroche les choses, j'accroche un verre, je le fais tomber, mais j'en ris. Alors, elle rit de ses maladresses plutôt que de s'accabler en disant « Regardez comme je suis mauvais, regardez comme je suis ridicule, regardez comme je suis... » Non, regardez comme on peut s'amuser de ça, c'est mon trait, mais je m'en amuse. Alors, on pourrait dire qu'elle se libère, dans le fond, d'un certain dictat qui lui dirait il faut que tu saches comment tenir la table, comment passer à travers les tables, comment tenir ton couteau, etc., comment t'habiller, etc., etc. Bon, Isabelle Dumais, elle, dans Les Grandes Fatigues, évidemment, il y a, vous savez, cette course à la santé qui nous dit il faut qu'on fonctionne, il faut qu'on soit en forme, il faut qu'on soit efficace, il faut qu'on travaille, il faut qu'on soit... Elle, Isabelle, dit il peut arriver que le corps se décompose. Un peu comme vous savez, quand on est dans une grande fatigue et qu'on se dit « Oh, les bras me tombent, je suis un petit morceau », vous savez, autant
Chloé Savoie-Bernard qu'Isabelle, jusqu'à un certain point, c'est comme si elle prenait ces métaphores-là usées au pied de la lettre, et qu'elle décrivait un corps de cette façon-là. Mais autant Chloé Savoie-Bernard, justement, se moque et prend ses distances et joue un peu avec certaines maladresses, certaines inconvenances qu'elle sent dans son corps, autant Isabelle, elle, ce qu'elle appelle, c'est une certaine distance. Elle va même se moquer d'elle, elle va dire « Je suis l'impératrice de quoi déjà? Je suis l'impératrice de quoi? De la fatigue. » Une impératrice formidable. Je suis l'impératrice formidable. Elle est dans la grande fatigue, mais elle est une impératrice formidable. Alors évidemment, là aussi, puis à un moment donné, elle parle de la bienveillante fatigue. Alors voyez-vous, plutôt que de s'accabler, elle prend ses distances là aussi. Son poème se fait analytique, se fait descriptif, se fait une vision qui se fait de l'intérieur, mais d'un autre côté, il y a cette distance-là qui arrive à un processus où on n'est pas dans la demande de la forme à tout prix, mais où on est dans une bienveillante fatigue, où la fatigue peut être bienveillante avec soi, mais on peut être bienveillant avec la fatigue. Et ça, c'est magnifique. Et oui. Puis Marjolaine Beauchamp, dernièrement, c'est une poète qui était là, qui est là quelques fois et qu'on a vu au Festival de la Poésie, mais qu'on a vu aussi au Salon du Livre. Ben, elle a écrit un livre qui s'appelle Four et le feu, mais c'est clair, quand on la voit, quand on l'entend, ce qu'elle décrit, c'est une vie maganée, de fille maganée qui en a vécu des durs, je ne sais pas si c'est la drogue, je ne sais pas si c'est trop quoi, mais de l'autre côté, elle décrit ça de façon très directe, mais pas pour s'accabler. Ce qu'elle demande, c'est la bienveillance, parce qu'elle dit, elle dit on juge, on n'accepte pas, alors, voyez-vous, c'est pas essayer de séduire parce qu'on est mal pris, c'est essayer de dire ça existe, on n'est pas obligé de fonctionner, il y en a qui ne fonctionnent pas bien, plutôt que de rejeter, plutôt que de renvoyer dans l'exclusion. Alors, il me semble qu'il y a, on en a, Yves avait encore comme, on pourrait dire, surmoi poétique, évidemment la vision du poète maudit, mais il y avait comme surmoi poétique, ni plus ni moins la vision du projet moderne, ce qu'on appelle le projet moderne, c'est-à-dire du projet qui nous disait, un peu comme chez les communistes, un peu comme chez les chrétiens, un peu comme chez les gens des Lumières, qui nous disaient qu'à un moment donné, l'avenir va être meilleur. Alors lui, évidemment, il disait l'avenir ne peut pas être meilleur, mais il y avait quand même cette idée-là qu'on était en deçà de ça. Isabelle, Chloé, Marjolaine et celle que je connais moins, là, elle, là, Clémence, sont venus après la reconnaissance de la défaillance de ce projet-là. On ne croit plus, évidemment, qu'il y a une possibilité d'une sortie de la lutte des classes, on ne croit plus, on ne parle plus comme ça. Vous savez, on ne sait même plus si l'humanité va durer. Alors, on est revenu, il y en a même qui ne croient plus en l'humanité. Mais d'un autre côté, elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles viennent après, elles ont comme pris note, dans le fond, des dictats dont il fallait se méfier, des nouvelles censures qui arrivaient, puis dans le fond, elles écrivent en décrivant franchement, analytiquement, précisément, mais avec poésie, une certaine défaillance par rapport à certains dictats, mais elles le font en montrant qu'on peut être avec cette défaillance-là, non pas en rage, non pas humilié, non pas, mais bienveillant, rieur, ironique, et qu'on peut dépasser ça. Mais ça existe. Je trouve que c'est une poésie magnifique, c'est des poètes magnifiques, vous savez, qui sont capables qui sont moins dans le lyrisme, mais qui sont un peu plus dans une certaine vérité très directe et très précise. Et c'est dans ce sens-là qu'on va plus loin. Alors, dans ce sens-là, je voulais un peu en parler tantôt. C'est pour ça qu'Yves Boisvert parle d'une certaine chose, il parle d'une certaine défaillance, d'un dysfonctionnement. Aujourd'hui, on nous parle aussi d'un certain dysfonctionnement, mais on n'est plus à la même place, on n'est plus dans la même tradition, on n'est plus... et c'est ça qui est assez magnifique.
Et les femmes nous amènent du côté de cette vérité-là. Mais c'est de très grands poètes. Et c'est encore des jeunes poètes, mais c'est des grands poètes, déjà. Bon. Alors, je voulais vous parler des Boisvert. Je vous en ai parlé un peu. Alors, est-ce qu'on a encore une question, mais peut-être que je finis, là? Ou une remarque? Conclusion, Gérald? Ben, je pense que la chose la plus fondamentale dans mon esprit, de lecteur amoureux, de lecteur critique, c'est de vous inciter à lire. L'autre jour, j'ai été un peu blessé parce que je présentais un livre avec Jean-Paul Daou. Jean-Paul Daou, on sait qu'il est exubérant, on sait qu'il est bien fin. Et il y avait beaucoup de monde, la salle était à peu près pleine, peut-être une centaine de personnes, je ne sais pas trop. On a vendu 17 livres. 17 livres. On aime Jean-Paul, on le trouve bien drôle, il nous abuse, mais on ne le lit pas. Yves Boisvert peut peut-être être amusé par le personnage, on peut peut-être trouver ça bien drôle, bien amusant, ou bien écœurant qui écrivent comme ça, mais on ne les lit pas. Alors je trouve ça toujours dommage qu'on ne puisse pas aller vers les textes, vers les mots, vers la façon de dire, qu'on ne puisse pas s'approprier, puis dépasser, puis il me semble que ce qui est précieux, en tout cas, c'est ça, c'est de revenir vers les... Et c'est pour ça que je trouvais beau le geste de Yann Giroux, quand il a fait son film, malgré les défauts qu'on a repérés tantôt, qu'il est... Parce qu'il m'a dit, Yann Giroux, qu'il y a quelqu'un qui a travaillé avec lui, c'est Guillaume Corbeil, et Martin Dubreuil, qui faisait le personnage d'Yves Boisvert. Il ne voulait pas de cette ligne narrative-là, où il y avait un jeune garçon qui prenait, ni plus ni moins, en charge le projet ou l'idéal créateur. Il ne voyait pas ça. Alors, dans ce sens-là, je trouve qu'il a fait un geste de bonté, d'amour, il a fait une relecture, il a fait une révolte, il a lu un certain passé, qui était le passé représenté par Yves, mais d'un côté, il l'a renversé, ni plus ni moins, en montrant qu'on pouvait être dans la beauté créatrice, d'autant plus que les images du film, à ce moment-là, sont plus lumineuses, il y a un torrent, il y a tout ça. Et c'est, bon, ceux qui connaissent la littérature québécoise savent que le torrent, c'est quelque chose d'absolument important, parce que ça nous renvoie à Hébert, ça nous renvoie à tout cet imaginaire-là. Alors, je trouve que c'est beau. Alors, dans ce sens-là, je pense que c'est pour ça que je suis parti du film. C'est le film qui m'a aidé à revenir à Yves. C'est ce film-là qui m'a donné le goût de revenir à certains textes d'Yves. Et c'est ça qui m'a donné le goût de venir vous en parler un peu en ce soir de grande tempête. Merci. Alors, merci.